bonsoir tout le monde. C'est un immense plaisir de prendre la parole ce soir au milieu de vous, à l'occasion surtout de ce moment spécial. Donc, nous sommes à notre deuxième talk show, mais tout premier, ouvert à tous les humanitaires. Nous recevons ce jour quelqu'un de spécial. Jean-Jacques Kamsu, puisqu'il s'agit de lui, est un natif du Cameroun ou du continent, pour ceux qui savent qu'on l'appelle ainsi. Il est ingénieur en eau et environnement et désormais spécialiste des programmes de réponse aux urgences. Depuis Djibouti, où il est en expatriation en ce moment, il partage avec nous ses succès, ses défis, ses joies, ses peines, ses regrets et surtout les leçons apprises de sa riche carrière ainsi que de précieux conseils tirés de son périple. Gigi, si tu es là, ouvre ta caméra s'il te plaît. Alors, content de te revoir, Jaïd. Merci. Voilà, donc Gigi, j'ai une série de questions pour toi. Qui est Gigi sur le plan académique? Je suis honoré. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous ce soir. À la base, je suis d'abord un père de famille et un papa. Ça, c'est la partie que j'aime le plus. C'est la meilleure profession, je pense. Et à côté de ça, je suis au service des populations vulnérables dans ce métier qu'on appelle humanitaire et qui est très peu connu. À la base, Jair, il faut dire que je suis ingénieur de l'eau et de l'environnement. Ça, c'est ma profession. Mais de formation initiale, je suis physicien. Et aujourd'hui, je travaille avec les communautés. Je me considère plus comme quelqu'un qui accompagne les communautés et qui essaye d'apporter de lui pour aider les populations vulnérables, qui traversent des situations extrêmement difficiles. Et c'est ça le métier que je fais. Et voilà. Merci beaucoup, Jair. Super. Merci infiniment, Gigi. Donc, la deuxième question que j'aurais pour toi, comment est-ce que tu entres en contact avec l'humanitaire pour la toute première fois? C'était pas planifié. C'est un peu comme c'est arrivé sans que ce ne soit un programme. Je n'avais pas envisagé ainsi. Comme je disais tantôt, je suis ingénieur de l'eau et de l'environnement. Notre métier à la base, c'est de pouvoir nous assurer que les populations, où qu'elles soient, ont accès à de l'eau. Euh, Dans le pays où j'ai étudié, au Burkina Faso, je travaillais avec les communautés. De retour au Cameroun, je l'ai fait un peu avec les communautés un moment. Et puis, je me suis retrouvé dans le monde du showbiz, si je vais appeler comme ça, parce que je travaillais pour une grosse firme agroalimentaire. Et donc, l'objectif, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, était d'apporter l'eau aux communautés. Donc, j'ai continué à le faire. Et ça a été un passage assez marquant parce que c'est le moment où je touche à des domaines que je n'avais jamais connus par le passé, notamment tout ce qui était la vente, le marketing, vraiment du showbiz, quoi. J'étais sur doigt là. Et parti de là, je me retrouve comme ça avec une autre grosse organisation sur Yaoundé. Et à un moment où le Cameroun amorçait un moment assez critique, quand on voit un peu l'évolution des choses dans les pays voisins, notamment la grosse crise qu'on a connue tous en République centrafricaine. Il y en a eu plusieurs, mais celle-là, c'était le pic de 2014 où justement il y a eu un afflux massif de réfugiés dans les régions de l'Est et du Nord. Et je pense que c'est à ce moment précis, si je dois dire comme ça, que je rentre véritablement dans le vif du sujet de ce qu'on qualifie d'humanitaire. Merci. Merci, Gigi. Alors, une chose que tu ne dis pas, c'est comment est-ce que tu y entres pour la première fois dans l'organisation où toi et moi on se rencontre. Ça te dérange de nous parler de cette anecdote? Oh oui, ben, ça c'est, oui, je pense que ça c'est un passage assez atypique. J'ai eu cette magnifique épouse et ce jour, comme tu le dis si bien, je crois que c'était le tout lendemain de notre mariage. Et c'était pratiquement à la sortie de la salle de mariage. Il fallait aller en nuit de noces et puis ce qu'on appelle couramment, voilà, c'était la lune de miel. Et je pense que je l'ai laissé à l'hôtel. Je l'ai laissé à l'hôtel.
parce qu'on est venu me prendre à l'hôtel. Le véhicule qui m'a mené en mission ce matin, je pense que c'est bien de cet épisode dont tu parles. Et je sais qu'on s'en est marré plusieurs fois, mais heureusement, elle était compréhensible. Et pendant longtemps, tu vois, chaque fois qu'on se rencontre, on en parle. Mais ce jour, je l'ai laissé à l'hôtel parce qu'il fallait aller en mission. Il y avait une urgence. Oui, je me souviens bien du projet. On devait se rendre dans une communauté. On avait quelques urgences et c'était véritablement important de partir. J'ai pas pu, voilà, comme je dis tantôt, je l'ai laissé à l'hôtel, hein. Elle n'est pas rentrée de l'hôtel avec moi, mais on s'est séparés à l'hôtel puisqu'on est venu me prendre au petit matin pour aller à la mission. Donc, ça sont les péripéties et les contraintes de ce métier. Quand on le fait, il y a toute cette pression, il y a le service qui t'appelle. Et quelquefois, je pense que c'est important de faire ces petits sacrifices-là que je ne regrette pas du tout parce que c'était pour une bonne cause et voilà. Donc, ça fait plaisir que tu me rappelles cet épisode. Merci. Je ne sais pas si j'aurais aimé être à sa place, hein, préparer sa nuit de noces et rentrer seule de l'hôtel parce que monsieur est parti en mission. Ah, elle est brave, cette dame. Alors, on va continuer avec la prochaine question. Ton parcours professionnel jusqu'ici, Gigi, c'est quoi? Alors, comme je te disais tantôt, j'ai eu un parcours professionnel assez atypique, mais qui est resté, comment je vais le dire, assez atypique, mais qui reste où il y a eu des tentations, il y a eu des tentations à sortir, à pouvoir faire autre chose. Mais je pense qu'avec le temps, il y a l'amour du métier qui m'a fait rester un peu là, mais il a été aussi beaucoup diversifié along the line. Au tout début, comme je te disais tantôt, j'ai travaillé sur le suivi des projets d'approvisionnement en eau et infrastructures pour des communautés dans plusieurs villages de Burkina Faso. Je suis rentré au Cameroun, j'ai poursuivi dans la même lancée sur un tout autre type de projet, parti de comment je veux dire, ingénieur de suivi. Je suis venu chef de projet sur un projet dans la Sanaga maritime. Et là, c'était aussi une autre découverte, une autre facette, cette fois dans une institution caritative, OK, où j'ai côtoyé des religieux, travaillé également avec les populations de la Sanaga maritime. Ça, je l'ai fait pendant un an. Et après, comme je le disais il y a quelques minutes, rentrer après dans le cœur d'un autre métier, d'un secteur tout autre, le secteur privé, où je côtoyais véritablement cette grosse industrie agroalimentaire brassicole et où c'était véritablement du showbiz. Et je me suis retrouvé après à nouveau dans une organisation internationale où j'ai embrassé véritablement le cœur de métier qui est l'humanitaire. Mais après, je suis sorti totalement à un moment donné du secteur d'activité qui est le mien. J'étais ingénieur. Après, je suis rentré dans la coordination et la gestion des projets humanitaires. Et aujourd'hui, voilà, je fais un peu de tout. J'ai fait également dans la mobilisation des ressources. Et aujourd'hui, ça constitue justement le paquet de ce que je fais. On appelle couramment programme, mais je suis assez multitask. Merci, Gigi. Aller de pays en pays, on vient de les citer. Quelles sont tes joies et tes regrets, Gigi? Toute cette joie de découvrir de nouvelles choses. OK? De découvrir de nouvelles choses, d'apprendre des autres, de rencontrer de nouvelles personnes. Tout ça, ça fait plaisir. Et parce que ça transforme. Que chaque fois que j'arrive en communauté, je dois te dire, Jaïr, je ressors de là grandi. Je ressors de là enrichi. Par exemple, je suis à Djibouti. Je sais que ça paraîtrait anecdotique pour beaucoup de personnes de savoir qu'à Djibouti, la semaine, elle va de dimanche à jeudi. Du moins, ça, c'est la grande leçon que j'ai apprise. Et donc, ça fait partie des éléments d'apprentissage de te dire qu'il y a des endroits du monde où les gens vivent autrement, où les pratiques sont autrement, etc. Et je pense que le petit pincement au cœur de tout ça, c'est qu'après, il est très difficile d'avoir des attaches. On rencontre des personnes formidables dans tout ce parcours, des personnes exceptionnelles, uniques en leur genre, mais très vite, il faut les laisser, il faut repartir. Et de l'autre côté également, on a quitté la famille, on a quitté des amis, on est un peu coupé parfois de toute cette organisation sociale et je pense que c'est un peu le côté difficile. Après, il y a la famille. On n'est pas toujours appelé à amener la famille partout où on va. Quelquefois, il faut souffrir de les voir quelques jours par an.
ce qui n'est pas toujours passionnant. Et la technologie aidant, on peut rester connecté malgré tout. Donc, il y a toujours des moyens d'adaptation, mais ce n'est pas très plaisant, en tout cas. Merci. D'accord. Bon, mais écoute, Gigi, pardon, il est souvent dit dans notre milieu que, alors, quand on y va, on a de gros revenus et puis bon, on s'en fout du reste. C'est pas ça? Bon, je dois dire que ça, c'est un élément. Je vois des pouces. Il faut dire qu'au début, on trouve ça assez passionnant. On aura beaucoup d'argent, on aura ci, on aura ça. Mais je peux t'assurer, Jaïr, quelquefois, il est même difficile de manger. Je veux dire, d'utiliser l'argent que tu travailles. Le plus gros de ton temps, tu le passes dans des environnements où il est même, quelquefois, on a même de la peine à manger. Et il faut être préparé également à faire face au revers de la médaille, comme on dit. Mais à la fin, c'est la satisfaction qu'on a, hein, c'est ça. Merci. En tout cas, Gigi, si tu n'as pas du temps pour manger ton argent, je suis disponible, hein. Bon, si c'est toi, avec plaisir, bien sûr. Alors, on va, pardon, on va y aller. Comment est-ce que tu concilies vie familiale et vie professionnelle? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, Madame en a marre, les enfants en ont marre. Elle est certes compréhensible, mais elle reste une femme et parfois elle a besoin de son époux. Comment est-ce que tu gères cela? Oui, je dois dire, Jaïr, que c'est véritablement un gros défi. Sinon que c'est l'un des plus gros défis d'ailleurs de ce métier. Comme je te disais tantôt, je suis un père de famille. La dernière, la petite, elle est née, je dois te dire, c'était pendant Covid. Je l'ai vue quand elle avait 4 mois. Tu peux imaginer. Je l'ai vue quand elle avait 4 mois jusqu'à ce qu'elle ait 3 ans. Non, On n'avait pas passé 14 jours dans la même maison. Donc, pour dire que c'est effectivement très difficile parce que le risque, c'est qu'un jour tu arrives et que même les enfants ne te connaissent pas. Un des éléments, c'est de garder la communication permanente à la maison et de pouvoir expliquer aux membres de la famille ce que tu fais. Lorsqu'il m'est arrivé d'être dans des opérations où je ne suis pas avec la famille, il ne se passe pas un jour, il ne se passe pas un jour sans que je n'appelle à la maison au moins 2 fois, le matin et le soir. Et là, ça permet de garder ce lien, d'être présent, de ne pas être totalement coupé. Et ça aide également à gérer le stress quotidien au niveau du boulot. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de trouver des mécanismes d'adaptation, Jaïr. Sinon, ce n'est pas évident. ah, je peux le dire, hein. Je peux le dire, Jean-Jacques. Alors, parlons d'appeler. Est-ce qu'il ne t'est pas retrouvé il t'est pas arrivé de te retrouver dans une situation où tu n'as pas de réseau téléphonique? Comment tu gères ça? Quand je dois aller dans une zone, même ça fait partie des éléments de préparation de sa mission ou de son voyage. Donc, je me renseigne. Est-ce que j'aurai le réseau dans la zone? Quels sont les mécanismes de communication? Mais lorsqu'il arrive que je dois me rendre en mission, par exemple, dans une zone où je n'aurai pas de réseau pour une semaine, à ce moment, je préviens. Tu vois, je préviens à l'avance, je leur fais comprendre, OK, je vais dans telle zone et ben, je ne serai pas joignable. Donc, à ce moment, on ne m'attend pas. Mais si je dis je ferai signe à tel moment, à ce moment, on sait que, au moins la période, on sait que j'ai prévenu et puis voilà. OK? Et ça fait aussi partie de la sécurité. Merci Gigi. Toujours pour boucler sur la question de joindre vie familiale et vie professionnelle. Je sais que tu as été loin de la famille pendant longtemps avant de les avoir avec toi aujourd'hui dans le pays où tu te trouves. Quels sont les mobiles? Qu'est-ce qui t'a décidé à les prendre avec toi finalement? Il y a des moments, je dois te dire, hein, il y a des moments magiques dans la vie de tout parent. Par exemple, accompagner les enfants à la maternelle, assister à ce moment très folklorique où les enfants jouent, il y a des jeux, ça c'est un élément très mal. Mais tu ne peux pas assister à de tels événements. Tu es assez coupé de tout, tu es coupé de ces moments précieux. Et je pense que le fait de manquer tout ça, un moment, je me suis dit, ben, il faut les avoir à côté de moi. Il y a forcément il y a forcément, comment je veux dire, il y a forcément un côté un peu négatif, mais il faut savoir trouver l'équilibre, comme je le disais tantôt. Demain, il est possible qu'ils ne soient pas avec moi, ils rentreront, mais aujourd'hui, quand il y a cette possibilité, je n'hésite pas, ça permet de renfermer les liens, ça permet de mieux se connaître, et je pense que c'est très important. D'accord. Merci Gigi.
Merci infiniment. Je pense que ça édifie beaucoup qui sont dans ta situation. Alors, on va y aller avec la prochaine question. Pourrais-tu nous parler d'un projet humanitaire marquant auquel tu as participé? Je vais te prendre cet exemple où en 2015, non, 2016, on a commencé toutes les tractations pour commencer à répondre à la crise humanitaire qui secouait les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. C'est véritablement ce projet où j'ai vu, où j'ai pu voir mis à l'épreuve tous les principes humanitaires. Et ces principes, on doit les respecter. Quelquefois, ces principes, quand on les regarde dans la littérature, ils sont faciles à énumérer. Ils sont très faciles à énumérer. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance opérationnelle. Dit comme ça, ce ne sont que des mots. Dit comme ça, ce ne sont que des mots. Mais lorsqu'on a commencé à répondre au projet du NOZO, on était véritablement face au défi de la mise en œuvre des principes humanitaires dans toute leur réalité. C'est véritablement là où vous réalisez que il faut assurer la neutralité pour pouvoir accéder au terrain. Parce que d'un côté comme de l'autre, on ne comprend pas ce que vous faites. Vous voyez? Vous êtes taxé de tous les noms d'oiseaux par la partie gouvernementale. De l'autre côté, les populations que vous êtes appelées à servir vous traitent également de tous les noms d'oiseaux pour peu que vous n'allez pas dans leur sens. Et vous devez surfer sur une balance, vous devez trouver votre équilibre. Comment j'assure la neutralité dans tout ça? Mhm, Comment est-ce que je réussis à assurer l'impartialité? Comment je réussis à rester impartial? Même avec les donateurs, comment j'assure l'indépendance opérationnelle? Comment est-ce que je réussis à communiquer aux populations que je viens servir que voilà, je suis là pour servir, je ne suis pas envoyé par quelqu'un, je suis guidé par des principes qui sont des principes humanitaires. Donc, c'était l'opération où tous ces principes étaient véritablement mis, comment je vais dire, étaient véritablement mis à et l'épreuve. à l'épreuve, Euh, oui. Même la mise en œuvre, on a eu des collègues qui ont été enlevés, on a eu des collègues qui ont été retenus sur le terrain, qui ont passé des moments très difficiles. On a eu des collègues dont les membres de la famille ont été retirés. On a eu des collègues qui ont passé des interrogatoires très difficiles, qui ont vécu des stress, qui ont été traumatisés dans cette réponse et qui le sont encore aujourd'hui. Donc, c'est ça le projet que je voulais te dire qui m'a marqué parce que c'était véritablement une opération où on voit réellement pourquoi est-ce qu'il faut être humanitaire et pourquoi est-ce que lorsqu'on veut faire de l'humanitaire, il faut respecter un certain nombre de principes. Merci, Jaïd. Merci. Pour avoir du succès dans cette noble mission de l'humanitaire dont tu parles, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Est-ce que tu as quelques questions j'allais dire quelques conseils pour ceux qui t'écoutent ce soir? Alors, bon, c'est un peu difficile, hein. Bon, j'aime beaucoup plus de l'échange, mais là, tu m'obliges d'être dans la logique du conseiller. La première erreur que je veux que je mentionne comme ça, c'est d'arrêter de se former. C'est un métier dynamique. C'est un métier qui est assez dynamique, qui évolue tous les jours. Au fur et à mesure, on se rend compte que le secteur de l'humanitaire a dû se réorganiser, a dû mettre en place un certain nombre d'éléments pour assurer une meilleure coordination, des garde-fous, fonction des défis, des challenges auxquels il a été exposé. Et donc, arrêter de se former à un moment donné, c'est se dire, je n'évolue pas avec le métier. Et il faut toujours être au fait et au courant des évolutions. Et c'est également bien de se recycler, comme dans tout métier d'ailleurs. Donc, moi-même qui vous parle, je dois te dire, Jaïr, je continue de faire plusieurs formations. Le second, et je pense que l'erreur, c'est comme on en a discuté on en a discuté longuement toi et tout à l'heure, la famille, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est Mhm. dans des terrains d'opération isolés, c'est le risque d'adopter des mécanismes négatifs d'adaptation qui sont très élevés. Comme je le disais tantôt, travailler dans des zones où parfois tu n'as pas de réseau, où quelquefois il est difficile même de t'alimenter, où tu côtoies la souffrance des populations. Donc, pour gérer tout ce stress, il est généralement très la probabilité que vous adoptiez des mécanismes d'adaptation négatifs qui peut être se livrer à l'alcool, qui peut être faire beaucoup de choses pas recommandables. Alors là, vous commencez vous-même à chuter. Après, le risque aussi, c'est de se transformer en loup. Être humanitaire, c'est avoir en soi un certain pouvoir parce que vous êtes appelé à servir, je préfère dire servir, vous êtes appelé
à servir des populations qui quelquefois ont tout perdu, qui sont dans une situation de vulnérabilité extrême et qui voient en vous celui-là qui vient leur apporter une lueur d'espoir. Mais également, lorsqu'on vous donne un pouvoir, ça veut dire que vous avez également un haut niveau de responsabilité et il faut savoir en disposer. L'erreur, c'est de ne pas en faire mauvais usage, devenir le loup au lieu d'être le berger là qu'on attend et celui qui peut apporter la lueur d'espoir. Et après, c'est d'observer les règles. Comme je disais tantôt, il y a des règles, il y a des principes dans l'humanitaire. Si dans votre rôle, vous arrivez à enfreindre les principes ou à enfreindre les règles, vous mettez même en danger vos collègues. S'il arrive qu'un humanitaire enfreigne à un des principes que j'ai évoqués tout à l'heure, en fait, c'est toute la communauté humanitaire qui se trouve impactée parce qu'on ne fait pas de distinction entre l'humanitaire qui aborde tel logo ou l'humanitaire qui aborde telle tunique. On vous voit tous dans le même panier, vous êtes humanitaire. Donc ça aussi, c'est une réponse qu'il ne faut pas faire. Et le fait de respecter les standards. Parce que parfois, vous pouvez avoir des actions qui, au lieu de venir soulager les populations que vous êtes appelés à servir, posent plutôt des torts. Et ça, c'est un élément très dangereux. Voilà. Et la dernière erreur que j'avais notée ici, c'était le fait de renoncer. Je pense que pour un humanitaire, il ne faut pas renoncer. Il y aura des défis. Il y a des moments où vous voulez tout arrêter. Il y a des moments où vous êtes incompris. On a eu des hauts responsables qui ont été persona non grata parce qu'on n'a pas compris les principes qu'ils respectaient, les principes qui guidaient leurs actions. Je pense qu'il il faut pas se décourager, il faut continuer. C'est un métier qui, quelquefois, vous donnez du vôtre, vous donnez de vous-même, mais il peut y avoir des moments que la reconnaissance ne se manifeste pas. OK? Et à ce moment, il faut simplement avoir le courage de recommencer, ne pas abandonner. Et le dernier point que j'allais dire, ne pas plomber soi-même sa carrière. Ne pas plomber soi-même sa carrière parce que aussi, il y a le risque il est élevé. Je crois que j'en parlais avec certaines personnes. L'humanitaire, il arrive que vous manipulez de grosses sommes d'argent. Il arrive, tu m'as parlé tout à l'heure des zones où il n'y a pas de réseau. Il arrive que pour aller dans des endroits éloignés, que vous devez vous-même porter de l'argent pour aller apporter l'aide à certaines personnes. La tentation est élevée quand vous portez de l'argent sur vous, que vous en fassiez autre usage. Mais ce sont des comportements qui, après, ternissent votre réputation, votre image et peuvent plomber vous-même votre carrière. Donc, c'est comme ça quelques erreurs qui me viennent à l'esprit, Jair, que je vois. La liste est longue. Comme je l'ai dit, c'est un partage et on pourrait l'enrichir avec d'autres collègues, leur Question. expérience. Merci beaucoup, Jair. Super. Trois dernières questions, Gigi. As-tu déjà Oui. connu des incidents dans ton parcours? Quelle est la mission la plus risquée dans laquelle tu t'es retrouvé? Comment t'en es-tu sorti? Il me souvient avoir pris un jour à 22 heures, nuitamment, un véhicule, un transport en commun sur mes propres frais pour me rendre à Doumé. Parti de Douala pour Doumé, je pense que c'est environ 500 kilomètres, hein, on n'est pas loin de là, sinon un peu plus. Parce que j'avais du mal à comprendre qu'un projet sur lequel j'avais travaillé ne fonctionnait pas. J'avais fait toutes les simulations, Jair. Vous voyez un peu ça. Vous imaginez toute la fougue du jeune ingénieur qui pense qu'il a tout bien calculé, qui ne comprend pas un certain nombre de règles, qui pense qu'à lui seul, il peut transformer. Donc, j'étais tout feu, tout flamme. Et contre l'avis de mes superviseurs, que je n'avais même pas informé, j'ai pris nuitamment le véhicule et je me suis rendu à Douai, où j'ai commencé à inspecter moi-même un réseau très tôt le matin à 6 heures. C'était à se dire, quand je suis revenu, il me souvient que ma superviseure à l'époque, qui est devenue une très grande amie aujourd'hui, c'est une grande sœur d'ailleurs, elle était dans tous ses états. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, non, c'est inadmissible. La prochaine fois que tu répètes une action pareille, je cite ton renvoi directement. Elle voyait tous les risques que j'ai pris, mais que je n'avais pas moi mesuré. Parce que où j'étais, je n'étais pas couvert. S'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je faisais? À qui est-ce que je rendais compte? Et pour ne même pas à la fin résoudre le problème. Je crois qu'il faut se dire souvent dans ce métier qu'on fait, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Les règles qui sont mises en place sont des règles qui sont mises en place pour notre propre sécurité. D'accord. Merci, Gigi. On va évoluer.
Quelles sont les leçons, Gigi, les plus importantes que tu tires de ton parcours? L'une des premières leçons pour moi, c'est que tout est possible. Tout est possible, Jair, parce que comme tu le sais, au départ, je te le disais tantôt, je n'avais pas le profil quand je commençais ma carrière à être coordonnateur ou bien spécialiste dans le domaine que je fais d'une réponse humanitaire. Je n'avais pas connaissance des principes humanitaires, mais je pense que avec la formation, avec la disposition à apprendre, j'ai pu le faire aujourd'hui. La première leçon de qui je tire, c'est que tout est possible. Le deuxième point en termes de leçons apprises, je l'ai déjà dit, c'est se former. OK? Se former de façon continuelle. Ne pas dormir sur ses lauriers. Ne pas penser qu'on ait atteint un niveau d'expertise affirmé, mais se mettre à la page, se mettre à jour, ne pas périmer. La troisième leçon qui me vient en tête comme ça, je veux parler du networking. C'est très important de fonctionner en réseau. Jair, quelque part, tu peux me poser quelques questions que tu veux aujourd'hui dans le domaine, dans le métier qui est mon métier de base, le métier que je fais. Je peux ne pas avoir la réponse, mais je peux te garantir que les 30 minutes qui vont suivre, je vais Mhm. t'apporter la réponse. Ou je saurai où aller chercher la réponse. Parce que Ah, le ça. network est là. Parce que je sais qui je peux appeler. Très important aussi de garder une bonne réputation. La réputation, il faut, dans ce métier, je pense qu'il est petit, on se connaît tous. Les humanitaires, dans la plupart des cas, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Alors, il faut tenir à sa réputation. Chaque organisation a des valeurs. Et c'est bien, quelque part, quand vous avez des valeurs. Quand vous avez des valeurs, je pense que ça vous a vu de faire beaucoup de choses. On parle de valeurs, on parle d'intégrité, on parle de respect, on parle de confiance. Ce sont des valeurs, quand vous les cultivez au quotidien, non seulement ils permettent, elles contribuent à votre croissance professionnelle, mais également personnelle. L'équilibre vie familiale et travail. Très important, c'est une autre leçon. Une leçon que je tire également du métier de l'humanité. Prenez soin de vous. Vous ne savez pas combien, à force d'assister des populations vulnérables, vous-même vous êtes impacté. Prenez soin de vous. Ne négligez pas votre propre santé. Et le dernier élément que j'avais noté ici, je vais finir sur lui, c'est se définir une raison. Se définir une raison. Quand je dis une raison, aujourd'hui, ce métier, je le fais, mais je le fais plus par passion. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement... C'est vrai que c'est un métier qui me permet de joindre les deux bouts, c'est vrai, mais il y a également de la passion. Un dernier point, c'est que, collègues, essayons dans ce monde professionnel de toujours chercher chacun son couloir. Je préfère dire comme ça, bon, je sais que tout le monde, mais cherchons notre niche. Cherchons notre niche. Je sais, lorsqu'on discutait, toi et moi, Jair, je te disais, Oui. l'expérience a fait aujourd'hui que dans toutes les évaluations de programmes ou de projets que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, on dit toujours, il y a toujours une recommandation transversale qui revient partout. C'est Mhm. le besoin de renforcement de capacité. Et si on le dit, c'est parce qu'on a toujours besoin de nouveaux skills, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Donc, pour dire que Oui. dans des organisations, l'une des choses qui nous bloque souvent, c'est les conflits internes. Mais je pense que l'une Oui. des leçons que je tire, c'est que tout le monde a sa place. Il faut juste comprendre les méandres et chercher votre couloir pour vous positionner. Ça ne sert à rien de rentrer dans des conflits inutiles, mais trouvez votre couloir, insistez et soyez le meilleur. Merci beaucoup, Ouais, Jair. oui. Donc, ça, c'est quelques leçons que J'aime je ça. avais. J'aime ça, Et Gigi. J'aime ça. Tout le monde a sa place, chercher son couloir, se positionner et faire son chemin. Que c'est beau, que c'est bien dit, Gigi. Merci infiniment. Pour ceux qui veulent aussi rejoindre l'humanitaire, sachez que ce n'est pas donné, ce n'est pas donné. Il faut travailler, il faut faire ses preuves et surtout garder de bonnes relations avec les collègues avec lesquels on collabore. merci, Donc, merci. tout dernier, un conseil que tu souhaiterais donner à ceux qui veulent bien faire l'humanitaire et qui, même malgré cela, n'ont pas une formation spécifique. Avoir foi en ce qu'on veut faire. Et le premier élément que je veux partager, c'est que je vous rassure déjà une chose, c'est possible. Même si vous n'avez pas de formation dans l'humanitaire, c'est possible. Parce que l'humanitaire, c'est un domaine dans lequel tout le monde a sa place.
On a pu avoir des banquiers qui se sont retrouvés dans l'humanitaire. On peut également avoir tout, je dis bien tout corps de métier, que vous soyez menuisier, que vous soyez, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Mais quel que soit ce que vous faites, vous avez votre place dans l'humanitaire. Donc déjà, un, c'est possible. Je pense que l'élément majeur, c'est la formation. Il y a plusieurs formations aujourd'hui. Ça aussi, c'est la magie de la technologie. Il y a plusieurs formations en ligne qui sont disposées que vous pouvez prendre. Et je sais que l'une des questions qui va trotter dans la tête des gens, c'est que, comme on se dit souvent, hein, il faut être recommandé, il faut ceci. Mais non, aujourd'hui, il y a la magie de la technologie encore une fois. Allez vers l'information, rencontrer des gens. Ça, je dis, c'est pour l'encadrement, pour se faire accompagner. Faites-vous accompagner par des professionnels qui peuvent vous orienter un peu. Et des professionnels, si vous n'en avez pas dans votre entourage, provoquez même. Rencontrez des professionnels sur la toile, demandez un entretien, demandez des discussions. Et pour terminer, hein, le dernier élément, c'est il faut être persévérant. N'abandonnez pas. Le fait qu'on te dise non ne veut pas dire que tu es mauvais. Le fait qu'on te Oui. dise non veut simplement dire que cette Qu'il y a opportunité ne mieux, cadre il pas y a avec meilleur. toi. Mais il y a une Exact. autre opportunité qui cadrera avec toi. Et si tu te décourages et si tu n'es pas persévérant, tu lâches au premier échec, tu n'auras pas la possibilité d'arriver sur l'opportunité qui cadre avec toi. Très édifiant, ne pas abandonner. Nous avons fait le tour des questions et je suis certaine que beaucoup qui sont connectés veulent en savoir davantage. La parole est à qui voudrait la prendre. Il y a une question juste en haut en lien avec les dispositions mises en place par les organisations humanitaires pour monitorer et mitiger les cas d'exaction, des comportements excentrés ou alors les cas de dérapage. Je veux simplement dire qu'il y a plusieurs dispositions qui sont mises en place. Il y a plusieurs dispositions. L'une des plus communes, l'une des plus communes, c'est la prévention contre les abus et exploitations sexuelles qui sont mis en place depuis le secrétariat général de la Réunion en charge de la coordination de l'humanitaire au niveau mondial. Et je pense que tous les acteurs humanitaires le suivent. C'est généralement très coordonné. Mais après, il y a d'autres dispositions qui sont prises pour les cas de fraude, pour les cas d'abus, de, de détournement de l'aide humanitaire et qui sont monitorés par des organisations elles-mêmes. Il y a des mécanismes de remontée d'informations. Au sein des organisations, vous avez souvent des collègues en charge de l'audit interne, en charge de la conformité et de l'éthique, qui également sont là pour monitorer de tels agissements. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place pour accompagner et mitiger de telles situations. Allons-y, Nabiou. OK. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Monsieur Jacques. Et franchement, je pense que vous êtes un modèle dans le domaine de l'humanitaire. Très bien, je vous ai vraiment écouté avec intérêt et satisfaction. Ma question, de qui a été votre référence? C'est qui votre modèle dans tout ce que vous avez dit là? Qu'est-ce qui vous a inspiré ou qui vous a inspiré? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans tout votre parcours-là, il y a quelqu'un qui s'identifie en vous? Alors, merci beaucoup, Nabiou. Il me souvient quand j'ai commencé ce travail, j'ai rencontré un collègue, j'ai un collègue à moi, et après nos chemins se sont séparés, Henri Noël Tonga. C'était un collègue, je l'ai rencontré au bureau et je le voyais faire. J'étais d'abord assez, au départ, c'était de l'admiration parce que je n'avais pas encore écrit, par exemple, même comprendre les notions de projet humanitaire. Un proposal, c'est quoi? Un concept note, c'est quoi? Je me souviens, mes premiers jours dans l'organisation, c'est lui qui avait écrit tous les proposals que nous avions commencé à mettre en œuvre. Il avait une capacité à lever des fonds, et après, je l'ai vu dans des opérations, je l'ai vu transformer tout, je l'ai vu de par son management, transformer tout un bureau quand il est allé assurer un intérim dans notre bureau de terrain de Marois. Et je pense que c'est le premier qui a commencé par me marquer. À force d'apprendre à faire, de le côtoyer, d'observer à distance, je pense qu'il y a eu des modèles comme ça dans l'équipe qui m'ont inspiré. Et je le cite lui, toutes ces personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure, et beaucoup d'autres encore,
qui m'ont inspiré. La liste est longue, hein? Ils sont nombreux, tous ces mentors. Il y a un que je suis beaucoup sur LinkedIn, il se fait appeler Cool. Mais c'est un personnage, lorsqu'il vous parle, vous êtes transformé. Des personnes qui peuvent s'identifier à moi, non, je dois dire, je ne la connais pas, mais j'essaie de faire l'effort de me dire qu'en travaillant, peut-être, voilà, d'autres collègues peuvent également apprécier ce qu'on fait. C'est pourquoi je disais, il faut se bâtir une réputation et se dire que dans ce métier, lorsqu'on travaille, on pense à la relève. Donc, on essaie de transmettre ce qu'on a appris et on espère que, voilà, d'autres jeunes collègues qui viennent pourront être impactés, motivés et voilà. Oui, Aminata, allons-y. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kamsou, pour votre intervention et merci, Jair, de l'avoir invité. Malgré les formations, souvent quand on postule parce qu'on veut changer de métier, euh, aller vers la sécurité, par exemple, on a beau se former avec INSO, avec d'autres organisations, mais il y aura toujours ce problème-là d'expérience professionnelle dans le métier. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Aussi, vous avez parlé du réseautage. C'est vrai qu'il est extrêmement important de se bâtir un réseau, peu importe le métier qu'on fait, mais toujours dans le cadre du changement de métier, du fait qu'on ne connaît personne dans un métier spécifique, comment est-ce qu'on peut se faire un réseau dans ce domaine-là? Vous avez totalement raison, Amina. Je pense que les questions que vous posez, elles sont légitimes. Une première chose, je le disais tantôt, quelquefois, quand vous allez dans un processus jusqu'à la fin, vous êtes en droit de demander, par exemple, des feedbacks. Demandez des feedbacks pour qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas retenu. Ça, c'est une possibilité. Lorsque vous êtes tout nouveau dans une organisation, moi, je veux toujours dire, commencez par des métiers, des portes d'entrée qui vont vous faciliter la tâche. Vous avez, par exemple, dans le métier de l'humanitaire, aujourd'hui, il y a un engagement que toutes les organisations ont pris de partir vers la localisation. La localisation, c'est quoi? C'est de travailler avec les ONG locales. Les ONG locales, la plupart du temps, elles ont besoin de staff. Et la plupart du temps, elles vont prendre des personnes qui ne sont pas super expérimentées. Et c'est comme ça qu'on se fait de l'expérience progressivement. Essayez parfois aussi des cas de stage. Aujourd'hui, il y a des organisations qui offrent des opportunités de stage comme moyen de renouveler le flow de staffing. Je partage votre point, ce n'est pas évident, mais il faut pas désespérer, comme je le dis. Merci. Oui, Nabilay. Merci beaucoup, Tante Zaï, pour l'initiative. Et la question que moi, je voudrais poser est à propos de l'humanitaire. Il arrive que vous partiez faire des activités dans certaines communautés pour les sensibiliser sur des pratiques néfastes qui sont pour ces communautés, en fait, des traditions. Je prends l'exemple sur la mutilation génitale féminine. Donc, comment alors on peut alors d'abord aller s'intégrer dans ces communautés, que ces personnes-là ne prennent comme des bonnes personnes et les faire venir, revenir en fait à la raison. Donc ça, je veux dire, vous savez, il y a un élément quand on aborde la communauté. Déjà, si vous arrivez dans une communauté avec une casquette de celui qui vient leur apporter la lumière, je peux vous garantir que vous êtes mal parti. Simplement pour dire qu'il y a des approches. C'est pourquoi on a souvent dans des organisations des collègues qui sont spécialistes dans le domaine du changement de comportement. C'est tout un travail pédagogique pour amener à changer de comportement. Et ces communautés qui pratiquent les mutilations génitales féminines, parfois il faut comprendre pourquoi elles le font. Elles ne le font pas parce qu'elles détestent leurs enfants. Elles sont convaincues qu'elles font bien. Donc, pour elles, elles font bien. Donc, il faut avoir de la pédagogie. Il faut prendre le temps qu'il faut pour les amener à changer de comportement. Mais tout réside dans l'approche, réside dans la manière et on peut arriver à changer ses comportements. Voilà, je pense qu'on devrait arrêter là. Si on écoute Gigi, on peut passer la nuit parce que c'est quelqu'un de très expérimenté et de très inspirant. Mais Gigi, je voudrais juste te donner 2 secondes pour dire un dernier mot à tous ceux qui ont voulu se joindre à ce call et qui ont bien voulu t'écouter. Le mot de fin, merci beaucoup Jair déjà. Merci pour l'opportunité. Merci pour l'initiative. C'est là, tu me permets d'arriver à quelque chose qui a toujours un rêve que j'ai toujours eu.
mais qui ne s'est pas réalisé, mais qui se matérialise, c'est de partager cette expérience. Merci pour l'initiative. Merci pour tous les camarades, les collègues, les amis qui sont en ligne. Merci pour avoir partagé ce moment avec nous. C'est toujours un régal de vous avoir et ça fait partie du service, toujours important de partager. Sans vous, sans votre présence, sans le temps que vous avez sacrifié à nous écouter, nous n'aurions pas pu tenir cette session. Je suis davantage content et motivé si elle pourrait être bénéfique, ce partage. Et n'hésitez pas à me faire des retours d'informations sur tout ce que vous avez noté de négatif, sur tout ce que vous avez noté de propos peut-être exagérés, déplacés, qu'il aurait fallu modérer. Je suis ouvert et j'apprendrai beaucoup de ce genre de feedback. Donc, n'hésitez pas, soit vous me postez un message, soit vous postez à Jair. Pour le reste, je reste disponible et à tout moment, on peut poursuivre la discussion. Merci encore, Jair. Voilà. Et Merci. dans nos boulots, dans nos recherches et on est ensemble. Alors, Gigi, c'était un plaisir. On reste en contact. Un grand coucou. Take care. Bye. 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 Bye tout le monde. Merci à vous tous qui avez bien voulu vous joindre.